Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi pour continuer notre parcours sur l'esclavage avec une nouvelle pièce. Il s'agit du mariage de Figaro de Beaumarchais, une pièce jouée en 1784 qui va compléter notre parcours. Je sais qu'il y a quelques problèmes de lumière, j'ai tout essayé, c'est le mieux que j'ai pu faire ici chez moi. Donc voilà, j'essaye de vous raconter comment nous pouvons compléter notre parcours. Je vous fais un petit rappel, même si je pense que le parcours en soi est assez clair pour vous. Alors, nous avons commencé par un écrit de Montesquieu, de l'esclavage de nègres tiré de l'esprit de loi. Donc c'est un ouvrage de 1748 et il s'agit d'un essai. D'accord ? Donc un travail de réflexion philosophique, sociologique. On a continué avec un texte de Voltaire, Le nègre de Suriname, tiré du conte philosophique Candide, écrit en 1759. Donc il s'agit bien de fiction, de narration, avec un conte philosophique. Ensuite, on a continué avec Marivaux. Cette fois-ci, le texte s'appelle L'île des esclaves, écrite en 1725. Donc, on a fait un parcours sûrement non chronologique. Et nous avons étudié la scène d'ouverture d'exposition où on présente une île où on renverse les rapports entre maître et valet. Il s'agit cette fois-ci de théâtre. Et on continue sur le théâtre avec ce texte de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, qui date de 1784. Donc on a traversé sans régularité quasiment tout le XVIIIe siècle. Alors, sans doute, il y a un manque d'homogénéité parmi ces textes, c'est voulu, manque d'homogénéité de genre, donc on va de l'essai au conte philosophique et de pièces de théâtre, des comédies. Il y a aussi du manque d'homogénéité chronologique, donc on traverse un peu tout le siècle. Mais il y a une cohérence qui justifie mon choix de texte. C'est-à-dire qu'il s'agisse de Montesquieu et Voltaire, où la critique est contre l'esclavage en tant qu'institution, ou encore qu'il s'agisse de Marivaux ou Beaumarchais, où le problème est plutôt celui du rapport entre maître et valet, on assiste à un renversement entre un dominant et un dominé. Celui qui était dominé voudrait renverser ce rapport. Dans le cas de Voltaire et de Montesquieu, il y a une dénonciation. Donc l'intention, c'est l'intention de l'auteur de renverser ce rapport. Dans le cas de Marivaux et de Beaumarchais, par contre, c'est les personnages qui vont créer une situation de renversement. Voilà la continuité, la cohérence, si l'on veut, de mon parcours. Bon. Avant de continuer dans cette direction, je vous parle très rapidement du théâtre au XVIIIe siècle. C'est parce que les deux derniers textes sont des pièces théâtrales. Et donc nous avons au XVIIIe siècle une intense activité théâtrale qui s'adapte bien à l'esprit moderne. On l'a dit plusieurs fois, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Donc il y a énormément de romans, énormément de fiction romanesque. C'est la poésie qui est un peu pénalisée pendant ce siècle. Mais l'activité théâtrale, surtout en prose, est présente, bien présente. Quelque part, on reconnaît que les deux étoiles qui ont dominé le grand siècle, le XVIe siècle, Molière et Racine, sont inégalables. Donc ils ont atteint le top, le maximum de ce qu'on peut penser au théâtre. Mais les dramaturges cherchent quand même trouver de nouvelles voies d'expression. Et nous avons un grand succès surtout de la comédie. Donc le genre comique domine, avec les comédies de mœurs et les comédies de caractère.
donc critiques de situation sociale et aussi encore des caractères. Les auteurs les plus connus, ce sont les auteurs justement dont nous avons lu les pièces, c'est-à-dire Marivaux et Beaumarchais. Les deux sont les plus célèbres. Les autres aussi, Diderot a écrit des pièces, Voltaire a écrit aussi, lui aussi des tragédies qui ont été importantes à l'époque, mais le comique et Marivaux et Beaumarchais sont les deux esprits les plus connus. Pour ce qui en est de la situation des théâtres et des troupes théâtrales, nous avons la Comédie Française, vous vous souvenez bien, qui avait été créée en 1680, et les Italiens qui avaient été chassés de France vers la fin du royaume de Louis XIV, ils sont rappelés par le régent en 1716, et le retour des Italiens est important. Marivaux va coopérer beaucoup avec eux. Entre autres, pendant cette période, nous avons Goldoni, notre dramaturge italien, qui passe par la France aussi à plusieurs reprises. Ça, je vous le signale juste. Les sujets du théâtre, ce sont des sujets d'actualité, des sujets qui traitent, qui parlent d'économie, de politique, d'actualité sociale, comme c'est le cas de l'île des esclaves, la problématique du rapport entre serviteurs et maîtres. Et souvent, il s'agit de comédies qui sont écrites en prose. Donc, on se souvient que Molière a écrit et en prose et en vers. Ici, on privilégie le genre de la prose. Alors, rapidement, on va jeter un coup d'œil sur le personnage de Figaro. Alors, Figaro, on le connaît. Souvent, on les connaît plus pour l'opéra. L'opéra, donc Mozart a mis en musique Les Noces de Figaro, Rossini a mis en musique Le Barbier de Séville, donc nous connaissons tous les airs, les tirades qui ont rendu célèbre cette œuvre. Alors, les livrets ont été tirés par les œuvres théâtrales de Beaumarchais, justement. Donc, il a créé ce personnage de Figaro. C'est un personnage assez exceptionnel qui rénove le personnage du domestique malin et intelligent qui va s'imposer sur son maître, qui va renverser, qui va commencer cette démarche de renversement du rapport maître et valet. C'est un personnage plus complexe que les valets de Molière, qui déjà allait dans cette direction de renversement. Et encore, c'est un personnage avec une personnalité très affirmée, Figaro. C'est quelqu'un qui va être le moteur de la scène, le moteur de l'action, c'est lui qui détermine tout. Dans les deux pièces, c'est lui vraiment qui agit, qui fait bouger la situation dramatique. Alors, Beaumarchais n'a pas forcément voulu faire de Figaro un personnage pré-révolutionnaire, donc c'était pas son souhait, mais le public a vu en Figaro l'emblème de la bourgeoisie qui cherche à s'affirmer et qui va affronter la noblesse. Donc, malgré lui, ce n'est pas nécessairement le souhait de Beaumarchais. Par la suite, en époque romantique, Figaro va être vu comme un précurseur de la Révolution française, comme un héros pré-révolutionnaire. Les deux pièces dont je viens de parler, c'est-à-dire Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, fait partie d'une trilogie qu'on appelle la trilogie espagnole. Mais on prend en compte seulement ces deux premières pièces. Alors, je vous montre très rapidement l'histoire, ce dont on parle, que vous connaissez peut-être. Alors, et que vous trouvez d'ailleurs sur vos livres. Donc, pour ce qui en est du Barbier de Séville, pièce de 1775, donc Figaro est ce personnage de valet qui rencontre son ancien maître et il va aider son ancien maître à entrer dans la maison de Bartolo, où il est une espèce de barbier et autre chose.
Bartolo garde Rosine qu'il voudrait marier comme une espèce de prisonnière, le comte d'Almaviva, qui est justement l'ancien maître de Figaro, séduit Rosine, qui est très contente d'être séduite, et voilà que Figaro va organiser des noces avec des stratégies. Bon, voilà, à la fin, Bartolo, chez lui, il se retrouve que la femme qu'il voudrait marier est mariée au comte d'Almaviva. Donc nous avons ici le valet qui a vraiment servi, qui a aidé son maître, le comte d'Almaviva, mais le protagoniste de la pièce, justement, est Figaro. Hein, ce n'est pas, bien que l'histoire d'amour soit l'histoire d'amour entre le comte d'Almaviva et Rosine, celui qui agit, hein, nous nous souvenons d'après Rossini, sono il factotum della città. Donc c'est lui qui agit, hein, qui fait tout. Et par la suite, nous avons le mariage de Figaro. Alors, ça, c'est l'évolution, ça continue l'histoire. Donc, Figaro, maintenant, il est devenu l'intendant du comte d'Almaviva. Et il voudrait se marier avec Suzanne. Suzanne est la suivante de Rosine, qui est maintenant devenue une comtesse, la femme du comte d'Almaviva. Mais le comte n'est pas très reconnaissant envers Figaro, c'est-à-dire qu'il se met dans la tête de séduire Suzanne. Il va faire la cour à Suzanne, et logiquement, Figaro ne sera pas content de cela. Et là encore, on voit cet affrontement maître-valet. Alors, nous pouvons maintenant écouter, je vous prie de suivre sur le texte que je vous ai envoyé la lecture que je vais essayer de passer ici, la lecture de la scène. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre quelque chose. Alors, j'espère que ça va marcher. Ouais. Donc, ouais. Alors, vous suivez sur votre texte. Il commence avec aux femmes. Ça ne marche pas. Femme, créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant, le perfide. Et moi, comme un benêt. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient. C'est elle. C'était personne. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte, et veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la fin. Ok, je m'arrête ici. Voilà.
Donc j'espère que l'audio a fonctionné. Je suis chez moi, il est 11h40, donc j'espère ne pas avoir trop dérangé mes voisins. Bon, vous avez dans cette scène, que je vous prie de garder sous les yeux, une opposition claire et importante. Donc il y a tout d'abord une opposition entre deux hommes, le comte d'Almaviva et Figaro. Le personnage que vous avez vu, logiquement c'était Figaro, c'est un très long monologue qu'il va faire. Il y a une opposition, un affrontement entre des hommes pour une femme, d'accord? Donc pour Suzanne dans ce cas. Et les éléments qui nous font voir comment Figaro est touché par cet affrontement, tout d'abord humain, homme contre homme, mâle contre mâle, hein, pour la femme, voilà, c'est que le premier destinataire de son monologue est la créature faible et décevante, c'est-à-dire la femme. Il s'en prend à la femme, à Suzanne. Donc, créature faible et décevante, il la nomme, il la désigne. Il est déçu. Hein, il est déçu parce qu'il croit que Suzanne a cédé à la cour du comte. Il croit qu'elle l'a trompé. Ce n'est pas vrai, mais il croit qu'elle l'a trompé. Donc, déjà, il est déçu. Il est déçu et il s'en prend contre Suzanne. Il trouve qu'elle est... Enfin, il l'accuse d'être faible, de faiblesse, et d'être décevante, quelqu'un qui est capable de décevoir. Faites bien attention, il parle d'instinct animal, voilà, donc il la compare quelque part à un animal, et il dit que tout animal a un instinct, et celui de la femme serait-il donc celui de tromper, hein, avec une association presque stéréotypée entre la tromperie et la femme. Et l'affrontement entre l'homme et l'homme continue. Il riait en lisant le perfide et moi comme un benet. Donc voilà, il y a cette opposition. Lui, sot, lui, incapable. Et le comte, par contre, qui aurait triomphé. Mais, par la suite, en plus de cette opposition homme-homme, nous avons une opposition de rôle. Une opposition entre le serviteur et le maître. Donc, nous le voyons quand il appelle, donc l'appel qu'il fait au comte d'Almaviva, c'est là où il dit « Monsieur le comte ». Il appelle Monsieur le comte, et voilà qu'il commence avec il l'accuse de se croire un grand génie. Pourquoi? Parce qu'il est seigneur. Donc, l'illusion du statut que la noblesse lui donne, c'est celle de se croire en génie. Et voilà que vous avez une énumération. On commence à repérer les figures de style, de tout ce qui fait sa fortune de noble. Alors la noblesse, fortune, en rang, des places, tout cela rend si fier. Et l'interrogation directe avec laquelle il parle au comte, attention, je répète, c'est un monologue, hein, ce n'est pas un dialogue. Donc il parle comme ça, hein, il appelle en question Suzanne, il appelle en question le comte dans son monologue qui crée plusieurs dialogues. Donc, il demande « Qu'avez-vous fait pourtant de bien ?» C'est-à-dire, où sont vos mérites? Pourquoi vos biens seraient méritoires? Qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? Et voilà l'ironie de la phrase « Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. » Donc, voilà que il trouve que tous les privilèges de la noblesse, en effet, n'ont rien à voir. Voilà cette phrase très ironique, vous êtes donné la peine de naître. Il a simplement fallu de naître dans la classe de la noblesse pour avoir des privilèges. Dans la pièce, le comte voudrait exercer son droit de cuisson, ça c'est un ancien droit. D'ailleurs, maintenant, les historiens recherchent sur ça, mais ils disent que probablement ça n'existait pas, c'était plutôt une légende. Mais de toute façon, à l'époque du XVIIIe siècle, on était persuadé qu'au Moyen-Âge, les nobles avaient le droit de cuisson, ce qu'on appelle en latin le ius prime noctis, c'est-à-dire que les seigneurs auraient le droit de passer la première nuit de noces avec l'épouse de chaque suzerain qu'il aurait. Chaque autre
personne soumise au roi. Donc le comte aurait prétendu avoir un droit de cuisson, un droit de passer la première nuit de mariage avec Suzanne. Et c'est pourquoi Figaro se fâche autant. Puis nous avons cette belle opposition. Tandis que moi, hein, il crie fort, tandis que moi, donc ça commence avec une exclamation, morbleu, hein, c'est une exclamation. Lui, il est perdu dans la foule obscure, et donc maintenant, il va présenter sa situation à lui. Donc, avec les hyperboles, il m'a fallu déployer plus de science et des calculs pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Donc, voilà, hyperbole pour dire que lui, dans sa vie, il a dû fatiguer, il a dû travailler, il a dû s'acharner pour obtenir quelque chose, parce que sa naissance ne lui donnait rien. Là, vous avez des phrases mises en parallélisme syntaxique à la forme du passif, fils de je ne sais pas qui, donc il ne sait pas quelles sont ses origines, alors que la naissance des nobles est claire, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, voilà son éducation, elles sont toutes au passif. Hein. Je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. Il voudrait sortir de cette situation où il est toujours soumis à cette situation de difficulté, hein, de difficulté d'origine, d'éducation économique, et par contre il est repoussé partout. Donc voilà, en conclusion, nous avons ces deux oppositions, une opposition entre un homme et un homme par jalousie d'une femme, qui devient une opposition entre un valet et un maître. Et là, nous avons une opposition qui est plus radicale. C'est l'opposition entre deux classes sociales. Excusez-moi, il manque un S à classe. La noblesse et la bourgeoisie. La forme théâtrale est très efficace dans ce sens parce qu'elle permet bien de faire ressortir ce duel, hein, dans cette opposition, cet affrontement, avec en dialogue dans le monologue, hein, qui devient un dialogue imaginaire, et donc ça permet, avec beaucoup de vivacité, de faire affronter ces deux classes sociales. Voilà pourquoi ce texte convient bien à notre parcours sur l'esclavage. C'est un peu la dernière étape. La pièce a été censurée. Louis XVI disait que c'était inadmissible comme pièce, car elle dénonce les privilèges de l'aristocratie. Et clairement. Et Figaro dit que les privilèges que les nobles ont sont dus au hasard, hein, sont injustes et arbitraires. Et voilà, donc il y a une forte opposition